La Guinée est un reflet du continent par sa mixité ethnique, sa mixité sociale, religieuse et politique. Mais parfois, nous, citoyens, avons le sentiment que vous, politiques, vous nous exposez dans la réalité de ces clivages au point de créer diverses dissensions. On aimerait comprendre aujourd'hui, devant vous, président de la République, qu'est-ce qu'il faut pour solutionner l'ensemble de ces problèmes. Et je pense que Babylas, le premier problème qui existe, c'est ce sentiment de clivage. Oui, bien entendu. Monsieur le Président de la République, il existe aujourd'hui, on a le sentiment qu'il existe un clivage, et ce clivage, il est d'ordre ethnique ici en Guinée. Et je vais vous demander comment l'Afrique, en général, peut solutionner ce problème-là pour que les gens ne continuent pas à coexister dans la paix. Vous savez, nos populations ont cohabité pendant longtemps, sans problème. Et vous savez, le problème de l'ethnocentrisme, comme le problème de l'islamisme, etc., c'est la faute des hommes politiques. Lorsqu'un homme politique a un programme crédible qui convainc, il s'adresse à la raison. Lorsqu'il n'a pas un programme crédible, il s'adresse à l'émotionnel, au subjectif, c'est-à-dire vote pour moi parce que je suis Bamileke, vote pour moi parce que je suis Peul, vote pour moi parce que je suis Malinké, ou bien vote pour moi parce que je suis musulman, ou bien vote pour moi parce que je suis chrétien. Ou chose. Vous adhérez à cette position? Vous adhérez à ce genre de... J'ai dit que clairement, c'est les hommes politiques qui sont responsables et de l'ethnocentrisme, et de l'islamisme, et du terrorisme. Pourquoi? D'abord, l'islamisme, chose. Pourquoi? Parce que je prends le cas de l'ethnocentrisme. C'est parce que on ne présente pas un programme crédible, on s'adresse à la raison. Je prends l'islamisme, c'est parce que on ne résout pas les problèmes des petites populations. Les islamistes qui arrivent à résoudre les petites populations des femmes, lorsque l'enfant est malade ici, finissent par gagner leur confiance. Le terrorisme, c'est dû aussi à l'injustice. À partir du moment où la pauvreté et l'injustice se développent, le terrorisme se développe. Mais dans le cas qui nous intéresse, pour le moment, c'est l'ethnocentrisme. J'ai dit que c'est les peuples en Guinée, les mariages, tout le monde se marie entre eux. Donc, l'ethnocentrisme en Guinée est le fait des hommes politiques. Ce n'est pas le fait du petit peuple. Moi, j'ai fait toute une tournée au Fouta dernièrement. Bon, vous verrez si, effectivement, progressivement, nous allons vaincre l'ethnocentrisme. Comment? Lorsque quelqu'un de Yomu va se rendre compte qu'il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de Yomu au gouvernement pour que ce problème soit résolu, alors on aura vaincu. Parce qu'avec l'ethnocentrisme, vous avez l'impression que quand vous n'avez pas un parent ou quelqu'un de votre religion, vous ne pouvez pas avancer. Mais le jour où nous allons avoir une gestion transparente, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et on a une gestion transparente, les gens de l'ethnocentrisme vont disparaître. Parce que tout ça, c'est une base socio-économique. C'est-à-dire l'accès à la richesse. Si vous pensez que l'accès à la richesse passe par l'occupation d'un poste important par votre frère, votre cousin ou votre gars de votre ethnie, vous allez continuer. Mais le jour où vous vous rendrez compte que cela n'est pas le cas, que quelle que soit la personne qui est ministre de l'économie, qu'il soit Peul ou Malinké, Guerzé, ça ne change rien, ça sera la base du changement de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, à partir du moment où on a déformé l'esprit des gens, il faut autre chose. C'est l'être social qui détermine la conscience. En transformant l'être social, on transforme la conscience. Donc, tant qu'on n'aura pas transformé progressivement et que le Guinéen ou l'Africain sait qu'il n'a pas besoin d'avoir un parent ou un compatriote de choses pour avoir accès à l'économie, alors sa conscience va changer. Monsieur le Président, je voulais qu'on parle un peu de terrorisme, notamment de Boko Haram qui sévit dans plusieurs pays d'Afrique, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, et qui est en train de bouleverser le mode de vie. Vous êtes à la tête d'un pays qui, lui, vit dans une diversité religieuse. On retrouve des animistes, des chrétiens, des musulmans. Comment est-ce qu'on peut préserver la paix dans un tel environnement? Quelle est la meilleure méthode? Je vais vous dire, tous les États d'Afrique de l'Ouest sont menacés par le terrorisme. Aucun n'a de médicaments aujourd'hui, c'est-à-dire le Boko Haram ou les autres peuvent atteindre n'importe quel pays. Mais vous savez, lorsque nous étions à Deauville, au sommet de Deauville du G8, Issoufou et moi, nous avons prévenu. Nous avons dit, si vous intervenez en Libye, cela va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, parce que la Libye, c'est les chefs des tribus, et la prolifération des gens chez nous. Le développement du terrorisme et Boko Haram est dû à cela, parce que, si vous voulez, très souvent dans les pays arabes, s'il y a des élections, pourquoi s'il y avait des élections libres, les islamistes gagnaient?
Parce que le gouvernement ne s'intéresse pas beaucoup à la situation des petits peuples. C'est les islamistes qui, lorsque l'enfant est malade de l'aide, lorsqu'il va à l'école, etc., donc ils arrivent à avoir l'adhésion populaire. Mais ils ont eu une déformation. L'islam est une religion tolérante, fraternelle. Mais le terrorisme, ce n'est pas seulement l'islam. Il y a eu d'autres terrorismes. Donc, notre problème aujourd'hui, la seule façon de mettre fin au terrorisme en Afrique aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est-à-dire que le gouvernement gère pour le peuple. Tant qu'il y a la misère, il y a le terrorisme. Pourquoi voulez-vous qu'une fois, au rideau rouge en France, j'ai dit Bernard Kouchner, pourquoi voulez-vous que Bernard Kouchner se fasse sauter? Parce qu'on va lui dire, tu auras les plus belles femmes au paradis, les plus beaux fruits, quand il les a déjà. Mais vous prenez le petit arabe qui n'a aucune persécution, on lui dit, si tu te fais sauter, tu as les plus belles femmes, tu vas avoir toi. Bon, oui. Donc, tout ça, ça a comme terreau la misère, la souffrance. Donc, c'est pourquoi le défi pour le gouvernement africain, c'est de gérer le pays au profit des populations les plus larges. Lorsque nous allons améliorer les conditions de vie des populations, lorsque les jeunes ne seront plus obligés d'aller mourir en Méditerranée, lorsqu'ils trouveront du travail et que les conditions de vie seront améliorées, progressivement, et le transcentrisme et le terrorisme va disparaître. Mais ça ne va pas disparaître par un coup de banque magique. Ce que je dis aux Occidentaux, au lieu de nous donner des armes, aidez-nous, payez mieux nos produits, payez mieux, ayez un commerce équitable, payez mieux nos produits, ayez un commerce équitable, pour que l'Afrique, plus l'Afrique s'industrialise, moins on a de transcendance, moins on aura de terrorisme. L'argent qu'on gaspille à nous donner des armes, si on achetait nos produits mieux, je ne veux pas qu'on m'en dit, mais si on achetait notre bauxite mieux, notre pétrole mieux, nos cotons mieux, etc., on pourrait progressivement transformer les conditions de vie de nos populations. Donc, pour le moment, on se bat, mais pour changer radicalement cette situation, il faut complètement changer les conditions de vie des populations. Et autre point, là où vous avez insisté sur la notion des erreurs des politiques. Il n'y a pas que le terrorisme, il n'y a pas que les clivages ethniques. On pense aussi qu'il y a d'autres actions que vous, les politiques, vous menez. Et je pense que Babida a un détail sur ces points qui peuvent causer des clivages. Oui, Monsieur le Président de la République, je vais vous citer deux pays africains, le Burundi, le Burkina Faso, qui a été fortement secoué ces derniers temps. À l'origine, c'est le projet de révision de la Constitution. Avec du recul, quel regard portez-vous sur ces projets ou ces dirigeants qui veulent absolument réviser la Constitution de leur pays? Moi, j'ai un principe. Je pense que chaque homme politique est responsable de définir sa politique. Je n'ai pas de jugement à porter. Dans le cas du Burkina, j'ai dit très vite, faisons attention. C'est un mouvement populaire, ce n'est pas la première fois. Au Burkina, il y a un mouvement populaire en 85 qui a renversé la mise en œuvre. Il y a un deuxième mouvement populaire qui a mené Sankara. Je dis, quand il y a un mouvement populaire, ça veut dire que le peuple est pressé dans la rue, il y a eu des morts, il a certaines revendications. Si vous n'allez pas dans le sens de ces revendications, vous allez aller dans une catastrophe, c'est-à-dire, ou bien vous massacrez beaucoup de gens, ou vous allez dans le sens du peuple. Et j'ai toujours dit à mes collègues, faisons très attention. Écoutons ce que le peuple burkinabé veut. Si on veut aller contre, il y aura beaucoup de morts. Parce que ce n'est pas un coup d'État classique qui s'est passé. C'était un mouvement populaire où les jeunes, les femmes, ces gens sont descendus dans la rue. La preuve, regardez dernièrement. Tout le monde s'est levé. Tous les gens n'ont pas eu peur de la garde présidentielle. Donc, je pense que nous devons faire très attention. Et toutes les situations ne sont pas identiques. Mais lorsque le peuple a exprimé sa volonté de changement, si vous avez le compte, nécessairement, vous créez des problèmes graves. Ou bien vous massacrez les gens, ou bien... Oui. Donc, il faut faire la distinction. Je pense qu'au Burkina, les populations, les jeunes ont montré réellement qu'ils voulaient le changement. Ne pas aller dans ce sens-là, ça allait condescendre de l'histoire. Mais quand on regarde l'architecture politique, Angela Merkel, par exemple, en Allemagne, elle en est à son 4e mandat. Un président aux États-Unis, par exemple, peut être réélu 2 fois, mais n'a plus le droit de se représenter. Non, alors qu'un président une fois. Une fois, il peut se représenter une fois et ensuite il se retire. Alors par exemple, qu'on voit un cas par exemple comme en France, où un président qui a été battu, qui a été président, peut revenir. Parce qu'il n'a pas fait les 2 ans. Non, vous savez, c'était un débat qu'il faudra faire un jour. Est-ce qu'il faut limiter les mandats ou pas, dans quelles conditions? Parce que lorsqu'un président travaille bien, c'est dommage qu'on limite un mandat, mais s'il est très mauvais. Donc, vous voyez, le débat n'est pas académique. Bon, il faut réfléchir. Vous savez, on nous a imposé en Afrique, et dernièrement, la CEDEAO, nous avons beaucoup critiqué cela. On nous a imposé beaucoup de schémas. Je prends par exemple les CENI. En Europe,
les élections sont organisées par l'administration du territoire. Au Sénégal, c'est organisé par l'administration du territoire. Alors, dernièrement, nous avons fait une comparaison à Dakar. Les élections présidentielles ont coûté 13 milliards au Sénégal et 33 milliards, ça va coûter au Bénin. Or, le Sénégal est plus peuplé que le Bénin. Après, il y a la CENI, vous voyez, ça fait presque 3 fois le coût. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir, qu'on ne nous impose pas n'importe quoi qu'on avale, surtout qu'on nous fasse faire ce qu'eux ne font pas. Donc, les Africains commencent à réfléchir. On a eu ce débat à Dakar dernièrement, on commence à réfléchir. Est-ce que nous devons tout accepter? Parce que la conséquence de la CENI, c'est que l'élection coûte 2 fois plus cher. Le Bénin a combien d'habitants? C'est là combien d'habitants? Qui ça a dit? Mon élection a coûté 13 milliards. Il y a eu mon élection au Bénin va coûter 33 milliards. Pourquoi? Est-ce que l'élection ne s'est pas passée correctement? Au Sénégal, le président Diouf était candidat, il a été battu par son opposant Wade. Wade était président, il a été battu par Macky Sall. Donc le fait que l'administration du territoire organise les élections n'assure pas la victoire du président en exercice. Donc on doit se poser sur beaucoup de questions, sur beaucoup de choses qu'on nous impose aujourd'hui. Est-ce qu'on doit l'accepter de façon aveugle ou nous devons commencer à réagir? Vous avez mené une médiation dans la crise en Guinée-Bissau. Est-ce que vous avez tiré des enseignements précis? Et y a-t-il une méthodologie propre à l'Afrique que l'on pourrait mettre en place? Vous savez, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe et le Cap-Vert ont cette particularité. Le président est élu au suffrage universel, il n'a aucun pouvoir. En Allemagne, le président n'a pas de pouvoir, mais il est élu par le Parlement. En Italie, le président n'a pas de pouvoir, mais il est élu par le Parlement. Mais c'est difficilement concevable qu'un président qui est élu au suffrage universel n'ait pas de pouvoir. C'est pourquoi moi j'avais demandé, lorsqu'il y avait la crise de Guinée-Bissau, qu'on réfléchisse à la modification de la Constitution. D'ailleurs, actuellement, le Parlement, d'après ce qu'ils m'ont dit, il y a une commission qui est en train de réfléchir sur la modification de la Constitution. Parce que vous ne pouvez pas être élu par la population, par exemple, à 60%, et ne pas avoir aucun pouvoir. Ce n'est valable que dans des régimes où le président est symbolique. C'est-à-dire, il n'est pas. Si le peuple choisit quelqu'un à 60%, c'est pour qu'il gouverne. Mais la condition est telle que le pouvoir appartient, c'est un régime parlementaire, le pouvoir appartient au Premier ministre. Donc, c'est un véritable problème en Guinée-Bissau. Monsieur le Président, ils sont des centaines de milliers de jeunes à prendre des bateaux de fortune au péril de leur vie pour aller s'installer en Europe. Dès que vous observez ces images-là, quel est le sentiment qui vous anime? D'abord, un sentiment de révolte et aussi de mécontentement, le fait que l'Afrique n'a pas réagi vite. Quand il y a des milliers, on n'a pas entendu beaucoup de l'Union africaine ou des chefs d'État africains, la première chose. La deuxième, c'est la nécessité d'industrialiser l'Afrique. C'est-à-dire, si nous industrialisons l'avenir de développement, nos jeunes ne vont plus mourir en Méditerranée ou autre part. Parce que le jeune ne part que parce qu'il n'a pas d'espoir. S'il a l'espoir de trouver du travail et de changer sa condition de vie, il ne partira pas. On va revenir à la campagne qui se déroule actuellement en Guinée, dans votre pays, le processus électoral, il y a les contestations. Comment est-ce que vous expliquez cette tendance dans chaque pays africain où il y a des élections, chaque fois le processus est contesté, on accuse de fichier électoral, on parle de distribution de cartes qui n'ont pas été faites? La démocratie est un long apprentissage. Il y a la maladie infantile de la démocratie. L'Afrique commence à apprendre la démocratie, donc on aura beaucoup de maladies infantiles, mais progressivement, nous allons évoluer. Et je pense que les élections seront civilisées d'ici quelques années. Si vous remarquez quand même, il y a plus de démocratie en Afrique aujourd'hui qu'avant. Il y a bien sûr des démocraties fictives, les élections sont en fait... bon, mais aussi quand même des élections véritables. Je prends le Cap-Vert, je prends le Ghana. Dernièrement, nous avons vu le cas extraordinaire du Nigeria où tout le monde croyait à la catastrophe et tout s'est très bien passé. Donc on ne peut pas dire toujours qu'il y a la contestation dans un pays comme le Botswana ou en Afrique du Sud, ou principalement dans les pays anglophones, en Tanzanie par exemple, au Kenya, bon, en Tanzanie et d'autres pays. Il y a, dans votre pays, Monsieur le Président, actuellement. Mais ce n'est pas justement parce que nous avons une classe politique qui ne mérite pas le nom de classe politique. Parce que, vous savez, un homme politique qui a une carrière politique, il s'est battu, il a lutté, il a un idéal comme Mandela ou comme d'autres, etc. Et quelqu'un qui a été nommé fonctionnaire par un président et qui vient à la politique, ce n'est pas la même chose. Celui qui a un passé de militant, comme disait quelqu'un, qui a une histoire, c'est différent de celui qui vient, celui qui a une histoire, qui s'est battu, qui sait ce qu'il veut, qui a souffert, qui a un idéal, et celui qui est venu au pouvoir par hasard parce qu'un président l'a mis Premier ministre ou ministre des Finances, etc., c'est pas la même chose.
Donc, moi, j'ai bon espoir sur l'évolution de l'Afrique et je suis très optimiste, même si aujourd'hui il y a beaucoup de nuages, mais je suis très optimiste. Et je suis très optimiste pour la Guinée. Parce que progressivement, le pays évolue et la classe politique va se renouveler. Et plus elle se renouvelle, plus il y a une meilleure vision et la jeune génération aura une autre vision. Monsieur le Président, permettez-moi d'insister encore sur les raisons qui focalisent ces malentendus entre les acteurs politiques. Il se trouve le fichier électoral. Pendant longtemps, on a dit si le fichier était biométrique, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Mais on constate que de plus en plus de pays adoptent le fichier électoral et pourtant ce même fichier électoral biométrique fait encore polémique. Mais parce que ceux qui savent qu'ils ne vont pas gagner, vous savez, le fichier a été vu, aidé par la francophonie. Nous avons mis en place, par exemple, en Guinée, une commission tripartite. Les représentants de l'opposition, de la mouvance et les partenaires pour suivre le fichier et tout le processus électoral. Regardez les conclusions de ce comité technique qui comprend 3 parties. La preuve aujourd'hui, personne ne conteste pas international le fichier ni rien. Tout le monde dit que les conditions sont remplies pour aller aux élections. Oui, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas empêcher quelqu'un de contester. C'est vrai que vous avez accusé la classe politique guinéenne, mais quel jugement vous-même vous avez du processus actuellement dans le pays? Est-ce que vous estimez que la distribution des cartes se fait de manière optimale, le processus de validation des élections, le comité technique de suivi? Nous sommes à l'apprentissage de la démocratie. Je ne peux pas dire que la démocratie se passe de façon parfaite. Non, il y a des problèmes, mais l'essentiel est qu'on arrive à distribuer les cartes d'ici le jour des élections. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai voulu une CENI technique, une des professionnels. Pendant que nous étions présents, c'est les autres qui ont refusé. Ils ont voulu une CENI politique. Mais une CENI politique n'a pas de compétences. Parfois, les gens viennent là uniquement pour tirer perdre mes partir. Alors que si vous avez une CENI technique formée des techniciens des élections comme des magistrats et autres, les choses se passent autrement. On ne peut pas dire que... Mais aux États-Unis, qui est la plus grande démocratie, nous avons vu comme l'élection entre Bush et Al Gore s'est passée. Donc, il y aura toujours... aucune élection n'est parfaite. Ou enfin, il n'y a aucun pays où élection. Sinon, le modèle, c'est les États-Unis. Mais nous avons toujours des problèmes qu'il y a aux États-Unis lors des élections. Nous avons des élections que nous corrigeons progressivement en tirant les leçons d'ici quelques temps. Et je pense que tout le monde va réfléchir pour savoir qu'une CENI politique n'est pas viable. Et que de toute façon, il faudra qu'on arrive un jour, comme le Sénégal a organisé les élections par l'administration du territoire avec un Sénat qui est là pour suivre, non pas pour organiser, mais qui est là pour assurer la transparence et surveiller. Donc, aucune élection n'est parfaite, mais nous faisons en sorte que les conditions soient remplies pour que l'élection soit transparente, démocratique et donnant la même chance à tout le monde. Parce que lorsque les cartes ne sont pas distribuées, mais est-ce qu'on ne dit pas seulement aux opposants ou aux gens de la majorité? Mais dans un quartier, si 10 personnes n'ont pas de carte, est-ce que c'est les 10 personnes de l'opposition ou de la majorité? C'est tout le monde est dans la même situation. C'est-à-dire on ne veut pas donner de carte à M. Pacilet de l'opposition, ou on ne doit pas donner à la mouvance, etc. Donc chacun de nous subit. Ce sont des lacunes techniques pour vous? Non, c'est des lacunes techniques. Pourquoi? Parce qu'il est évident que nous n'avons pas une CENI professionnelle. Si nous avons une CENI qui fait de la politique et qui fait de son mieux. Mais il est évident aussi que le CENI n'a pas travaillé facilement. Lorsque les gens ont passé leur temps à contester dans la rue, à empêcher les gens de travailler, à retarder tout le temps, chaque fois ils demandent une chose. Je prends le cas concret des délégations spéciales. Il y en a 28. Ils ont dit, non, délégation spéciale, c'est ça le problème. J'ai dit, ok, si c'est ça, moitié-moitié. Ils ont dit, non, maintenant on veut 128. Alors, chaque fois qu'ils demandent ça, on a ça, ils demandent ça. Donc, on fait tout pour retarder le travail de la CENI, avec l'objectif d'arriver à... Vous savez que l'élection présidentielle, c'est constitutionnel. Si elle n'a pas lieu à telle date, il n'y a plus de pouvoir. Donc, il y a une mauvaise foi volontaire de créer des complications à la CENI pour qu'on dépasse la date de l'élection présidentielle pour arriver en disant ah, le président est illégitime, mais il n'y a pas de tension. Mais tout le monde connaît ce piège-là. Il faut être un enfant pour ne pas comprendre ce piège-là. Donc, on fait tout pour compliquer le travail de la CENI afin qu'on dépasse le délai. Parce que les législatives, il n'y a pas une élection. Mais les présidentielles, c'est clair. L'élection présidentielle, il est à telle date. C'est clair, c'est constitutionnel.
Le délai lors de la précédente élection avait été de 4 mois environ. On voit qu'il y a un processus, des comités techniques de suivi. On annonce un délai entre les 2 tours de 10 à 15 jours avant la publication des résultats. Est-ce que vous pensez que votre gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ces 15 jours soient des jours citoyens, respectueux, et qu'il n'y ait pas de débordement ou des risques en ce sens? Vous savez, le gouvernement ne demande pas seulement le gouvernement. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Les citoyens. Quand on prend des jeunes qu'on drogue, regardez sur les images, ce sont des enfants de 10, 12 ans, 13 ans qu'on drogue et qui sont même inconscients. Quand on met des enfants comme ça dans la rue, quand on a entendu un leader s'adresser aux enfants, vous pouvez écouter cassette, êtes-vous prêt à mourir? Tout le monde a entendu. Est-ce que nous sommes là pour faire tuer les gens? Moi, j'ai été opposé en Guinée pendant combien d'années? Demandez si une seule fois mes militants ont cassé un véhicule. Si une seule fois on a cassé une maison. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. L'armée a dit, tu as gagné, nous sommes derrière toi. J'ai dit, je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. J'ai été dans les mosquées pour dire, moi je ne suis pas prêt à l'affrontement. J'ai refusé. Parce que je ne vais pas marcher sur des carafes pour aller au pouvoir. Tout le monde sait, j'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Si vous venez pour gouverner les Guinéens, si j'envoie les moitiés au cimetière, voilà. Un homme politique, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, j'ai gagné les élections en 1993 et l'armée était derrière moi, ils vont autour de moi. J'ai dit non, parce qu'il va y avoir des morts. Moi, je vais prendre le pouvoir, il va y avoir 100 morts, 200 morts, 300 morts. Je ne suis pas prêt à arriver au pouvoir comme cela. Et ça, c'est historique. Et demander, de tout le temps où j'ai été opposant, si jamais on mettait un service d'ordre, si vous sortez du Nord, on vous tape. On n'a jamais cassé des véhicules, on n'a jamais attaqué une maison, on n'a jamais attaqué quelqu'un. Et pourtant, combien ceux qui parlent aujourd'hui m'ont fraudé? Ils étaient là au pouvoir, ceux qui organisaient les élections. Ceux qui organisaient les élections. Moi, ils ont même créé la loi anti-casseur contre moi, si je l'applique. La loi anti-casseur, ça veut dire, s'il y a des cas, celui qui a convoqué la manifestation est responsable. Ils ont fait ça contre moi. La loi existe, mais moi, en démocratie, je ne l'ai pas appliquée, je peux l'appliquer. Donc, je pense qu'il faut connaître l'histoire de la Guinée. Il y a des opposants qui se battent, qui n'ont jamais utilisé la violence. Bon, nous avons beaucoup de pays où des gens restent opposants pendant des années, jusqu'à ce qu'ils gagnent. Bon, Wade a été opposant pendant des années, etc., mais je ne pense pas qu'il ait massacré des gens. Bon, d'autres aussi ont été des opposants pendant des années, parce qu'Issoufou a été opposant pendant des années, etc., Ibeka a été opposant. Non, mais il faut que la classe politique soit responsable. Il ne faut pas dire ou moi ou le néant. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais terminer cette émission par un exercice surprise que vous avez anticipé tout à l'heure, qui va être très très court. Tout à l'heure, vous avez inversé les rôles. Quelle question auriez-vous envie de poser à Babylas à cet instant précis? Je lui ai dit. Et il vous répondra. Il est jeune, il a l'avenir devant lui, mais j'aimerais qu'il soit davantage journaliste, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur les cancans ou sur les on-dit, mais qu'il ait une pratique d'enquête. Un grand philosophe a dit qu'il n'a pas fait d'enquête, n'a pas droit à la parole. Nous ne voulons pas de ces intérêts qui viennent quelque part sans faire des enquêtes, se mettre à donner des ordres. Il faut être humble, faire des enquêtes, connaître la situation avant d'affirmer ou de décider. C'est le conseil que je lui donne. C'est un conseil, pas une question. Non. Babylas, tu vas répondre au président puisqu'on en démocratie. Bien entendu. Enfin, je ne voudrais pas faire des coups de journalisme à M. le Président de la République, mais mon rôle, c'est de poser des questions. Mais ces questions sont basées d'abord sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai entendu. Dès qu'on a la chance d'avoir l'autorité en face de soi, et l'autorité contre laquelle on a dit un certain nombre de choses, on lui donne l'opportunité de rétablir la vérité, c'est ce que j'ai fait. Et mon rôle s'arrêtait là. Ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu, c'est grave de travailler sur ce qu'on a entendu. C'est très grave, mon cher jeune frère, c'est très grave. Réfléchissez mieux à vos réponses. Ce que j'ai vu, oui. Ce que j'ai entendu, c'est grave. Donc pour faire cette émission, il faut faire le tour de la Guinée alors. Question à Thierry Ngongan qui est venu du Cameroun et qui a rejoint Africa 24. Quelle question vous aurez envie de lui poser? Je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun subit les méfaits de... Je connais très bien le Cameroun. J'ai été pendant longtemps au Cameroun. Je dirigeais Sucre Denrée au Cameroun. Le Cameroun était un pays qui était équilibré sur le plan économique, agricole, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quelle contribution est compte apporter pour que Boko Haram finisse au Cameroun?
Monsieur le Président, puisque vous me donnez l'occasion de parler de Boko Haram, je vais simplement dire que tout est fait actuellement par le gouvernement pour que ça puisse être résorbé, notamment au niveau sur le plan sécuritaire. Bon, on continue donc à souffrir de quelques affres au niveau des explosions. Je me suis engagé dans un mouvement avec d'autres amis et collègues pour justement sensibiliser les populations contre Boko Haram. Il y a au moins 4 mois, au mois de février, il y a plus de 20 000 personnes qui étaient dans la rue. C'est la fin de cette émission. Monsieur le Président, demain, Marie-Angèle Touré, Babylas Botton, Thierry Gongan vont recevoir des principaux candidats, vos principaux adversaires, qui sont aussi des hommes valeureux ou des femmes valeureuses, comme Céline Dalein Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté et d'autres. Mais je tenais aussi à vous dire que nous allons couvrir d'autres élections présidentielles dès la semaine prochaine en Côte d'Ivoire et prochainement au Gabon, au Niger et dans tous les pays africains. Ces moments que nous venons de passer ensemble sont aussi de grands moments démocratiques, de grands moments d'expression et de proximité des dirigeants avec leur population dont nous ne sommes que des intermédiaires. On voulait vous remercier, vous et toute la classe politique de la Guinée, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'exposer cette vision ici. Et cette vision se terminera par le seul et unique message que vous souhaitez adresser à cet instant en regardant cette caméra à vos concitoyens qui iront voter dimanche. Allez, je demande à tous les Guinéens d'aller aux élections tranquillement, d'éviter toute violence et toute provocation et de ne pas répondre aux provocations. Nous avons besoin d'une élection apaisée pour que la Guinée, qui a tant souffert de l'Ebola, puisse reprendre sa marche en avant. Merci à tous. C'est la fin de cette émission spéciale. Vous avez fait de nous la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, la plus regardée sur le continent. C'est aussi pour vivre ces moments. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Angèle Touré, Babylas Botton, Thierry Gongan et toute l'équipe pour la qualité de cette émission. Bien évidemment, tous les techniciens et l'ensemble des équipes d'Africa 24. Merci. Au revoir.